Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être arrivés aussi nombreux parce que sincèrement, le dernier jour d'un colloque, un vendredi avec de la pluie, sincèrement, je ne suis pas sûr, je ne peux pas en toute honnêteté intellectuelle dire que je serais moi ici, n'était du fait que c'est moi qui présente. Alors merci beaucoup. Alors donc, les langues en contact sont un vaste sujet. Alors moi, j'y suis arrivé à l'origine via des travaux sur la créolisation. Qui est un mot qu'on utilise à toutes les sauces, ce qui veut dire que ça veut tout dire, ce qui veut dire au fond que ça ne veut rien dire. Alors, le terme de créolisation, tel que les linguistes tendent de plus en plus à s'en servir, c'est une situation où lorsqu'on a des groupes qui arrivent en contact pour la première fois et qu'ils ont besoin de communiquer, qu'ils créent une langue radicalement simplifiée qui sert tout simplement à la communication et à la communication de base. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'il semblerait que dans la plupart des cas, de telles langues, qu'on appelle des pidgins, disparaissent lorsque les contacts plus intimes permettent d'apprendre la langue de l'un, de l'autre ou la langue d'un tiers servant à la communication. Mais parfois, il y a des situations où un groupe de gens n'ayant en commun qu'une langue pidgin se retrouve à devoir former, généralement en raison des circonstances, une communauté. Et on a déjà défini, et moi je pense correctement, un créole comme étant tout simplement une langue issue d'un pidgin qui est devenu la langue d'une communauté et donc la langue dans laquelle, en particulier, on a élevé des enfants. À ce moment-là, le pidgin devient créole et cette langue créole est ensuite transmise de parents à enfants comme n'importe quelle langue. Alors, la créolisation linguistique est un vaste sujet et qui est, si on veut, un sous-thème de la question des langues en contact. Alors, de ce point de vue-là, si on examine les langues en contact, la question du contact entre le français et les langues amérindiennes est un cas extrêmement intéressant parce que c'est un contact qui a un début très clair. Avant 1492, nous pouvons être certains qu'il n'y avait aucun contact entre le français et les langues amérindiennes qui avaient passé des millénaires auparavant en vase clos. C'est-à-dire que le français était bien sûr influencé par différentes langues européennes et vice-versa, et on peut dire la même chose de toutes les langues amérindiennes, mais entre l'Europe et les Amériques, il n'y avait aucune espèce de contact linguistique. Ce qui, du point de vue d'un chercheur en contact des langues, simplifie les choses énormément, parce que lorsqu'on examine, par exemple, l'histoire du contact entre le français et l'anglais, on peut remonter à des contacts qui durent, non pas des siècles, mais des millénaires. Alors, par exemple, voici un exemple que j'aime beaucoup. Il y en a parmi vous qui avaient peut-être vu la ressemblance entre le mot français « vin » et l'anglais « wine », et vous êtes demandé d'où ça vient. Bien, on peut remonter, pour ça, il faut remonter au bon vieux temps de Jules César, parce que le mot « wine » en anglais est un mot qui vient directement du latin « vinum », et c'est entré dans les langues germaniques, y compris la forme ancestrale de l'anglais, il y a un bon 2000 ans. Et bien sûr, donc du latin, parce que la culture de la vigne, bien sûr, est venue de la Méditerranée à l'Europe du Nord et pas le contraire. Mais à son tour, d'où vient le mot latin vin, qui se prononçait dans le temps de Jules César, vinum? Eh bien, ce mot-là, on trouve un mot semblable en grec ancien, oinos. On trouve aussi un mot semblable en hébreu biblique, yayin, qui remonte à une ancienne forme wayin. Et la question de savoir où en Méditerranée le mot est d'abord apparu est tout à fait un mystère. Donc, ça remonte à quelques millénaires encore dans le passé, ça remonte à la nuit des temps. Et en passant, il n'est pas du tout impossible que la langue d'origine soit une langue qui nous soit complètement inaccessible et inconnue aujourd'hui. Les mots peuvent se répandre à très grande vitesse. Donc, il y a toutes sortes de mots, toutes sortes de structures qu'on trouve dans le monde méditerranéen, qu'on trouve en Europe, qui se sont répandues depuis des millénaires. Tandis que lorsqu'on regarde le contact entre français et langues amérindiennes en Nouvelle-France, parfait. Il y a un point de départ, l'arrivée des Européens, et à ce moment-là, nous pouvons être certains qu'antérieurement, il n'y avait aucun contact linguistique significatif. Bon, alors je dois profiter également du fait que lorsqu'un mot d'emprunt entre d'une langue à une autre, il fait partie de la nouvelle langue et subit les transformations de l'époque. Et souvent, s'il ne subit pas les transformations, il peut très bien donner des indications sur ce qu'était la prononciation du mot d'origine. Alors, par exemple, si vous comparez le français vin et l'anglais wine, ben, la prononciation anglaise de la consonne initiale, le « w », conserve une prononciation. C'est que on parle parfois du V latin, ce qui est tout à fait faux parce que le latin n'avait pas de son V. Il y avait un F et il y avait un W. Et du temps de Jules César, le mot pour vin ne se prononçait pas vinum, il se prononçait winum. Et c'est cette prononciation que les locuteurs des langues germaniques anciennes ont acquis. Et ça a été conservé en anglais à ce jour.
sous la forme wine. La voyelle a changé, bien sûr, la syllabe finale a été éliminée, bien sûr. Tandis qu'en latin vulgaire, c'est-à-dire l'ancêtre du français moderne, une des caractéristiques, c'est que tous les anciens « we » ont été transformés en « ve » dans la prononciation, et c'est de là que nous avons le français vin ou l'italien vino, et ainsi de suite. Donc, c'est important de souligner que l'étude des mots d'emprunt permet justement de se faire une excellente idée de ce que devait être la prononciation du mot d'origine. Une fois qu'un mot d'emprunt entre dans une langue, il suit son évolution, qui est celle de l'ensemble du vocabulaire de la langue qui a reçu l'emprunt. Alors, de ce point de vue-là, ce qui m'a tout d'abord intéressé pour le vocabulaire, c'est le fait qu'on n'a jamais examiné de près l'histoire des mots français dans les langues amérindiennes. C'est d'autant plus dommage que beaucoup de ces mots se retrouvent dans des langues amérindiennes, parlées dans des régions qui aujourd'hui sont pour l'essentiel anglophones et n'ont pas été en contact avec le français depuis bien longtemps. Ce qui veut dire, bien sûr, que lorsqu'on trouve des mots d'origine française, nous pouvons être certains que ça remonte à l'époque de la Nouvelle-France. Ah, la pertinence pour le colloque. Et c'est à ce niveau-là assez intéressant. Et ce qui m'a, moi, amené à ça à l'origine, c'était parce que les voyageurs, qui étaient les gens de qui les locuteurs de différentes langues amérindiennes ont appris ces mots, étaient très souvent des gens tout à fait analphabètes et des gens qui étaient, dans certains cas, des fuyards. En d'autres mots, c'était un échantillonnage très représentatif de la Nouvelle-France, d'une manière qui n'était pas vraie de ceux qui nous ont laissé des choses par écrit. Alors, en ce sens, ces mots français dans les langues amérindiennes sont un peu un témoignage beaucoup plus fidèle et vivant de ce qu'était la langue parlée de tous les jours dans la Nouvelle-France coloniale que ce que les textes écrits peuvent nous révéler. Surtout que ces textes écrits, bien sûr, devaient suivre une norme qui, déjà, dans l'agglomération à Paris à l'époque, était en train de s'imposer. Alors, pour anticiper très vite, je pense que les mots français dans les langues amérindiennes révèlent que les théories selon lesquelles il y aurait eu un nombre distinct de dialectes français qui seraient venus en Nouvelle-France et que l'uniformisation aurait procédé très lentement semblent fausses. En fait, les mots français dans les langues amérindiennes semblent tous procéder d'un français laurentien très conservateur, mais pas très différent fondamentalement de ce que, ma foi, parlent les gens plus âgés ici au Saguenay, par exemple. Alors, à ce niveau-là, il ne semble pas qu'il y ait eu plusieurs dialectes qui aient coexisté, plusieurs dialectes français ayant coexisté en Nouvelle-France. Bon, alors ça, c'était le point de vue duquel je me plaçais, mais en même temps, ces emprunts peuvent également révéler beaucoup de choses sur l'histoire des contacts entre les Français et les nations amérindiennes et en termes des relations des nations amérindiennes les unes avec les autres. Ainsi, par exemple, en Atikamekw, une des choses qu'on a souvent remarqué, c'est que les plus anciens mots d'origine française en Atikamekw sont des mots où on trouve un phonème N à la place d'un R français. Alors, au 17e siècle, vous le savez sans doute, le R se prononçait un R dental, un R, avec le bout de la langue. Alors, comme un L, mais on fait vibrer la langue, un R. Alors, on peut retrouver extrêmement bizarre et contre-intuitif qu'en Atikamekw, ils aient choisi de remplacer un « re » français par un « n », parce qu'en Atikamekw, nous trouvons un « re » dont l'articulation semble pratiquement identique à celle du français. Alors, c'est quoi l'histoire? Eh bien, les deux chercheurs qui sont penchés sur la question ont proposé, je pense qu'ils ont raison, que c'est que ces mots d'origine française ne seraient pas entrés directement en Atikamekw via la langue des voyageurs, qu'en fait, il serait rentré en Atikamekw via l'Ojibwe ou l'Algonquin. En fait, dans mon exemplier, je me sers des deux termes de façon interchangeable. Alors, Algonquin à la fin du paragraphe et Ojibwe plutôt. Alors, l'Algonquin, historiquement, est une forme prise de l'Ojibwe. Alors, dans ce contexte-ci, les deux termes sont interchangeables. C'est quand, justement, en Ojibwe, un ancien R, qui est attesté dans les premières attestations écrites que nous avons chez les Européens de l'Atikamekw, possédait un R qui, par la suite, s'est lui-même transformé en un N, changement qui a dû affecter tout le vocabulaire de l'Ojibwe, y compris les mots d'origine française, et c'est sous cette forme, Ojibwe, que les mots seraient donc entrés en Atikamekw. Donc, ces mots en question nous indiquent certaines choses. Premièrement, qu'à l'époque, l'Ojibwe était une langue prestigieuse au sein des Atikamekw, et que, bien sûr, ces mots français où vous avez un N à la place d'un R français ont dû entrer en Atikamekw après qu'en Ojibwe que le changement du R à N s'est produit. Alors déjà, ça donne des indications
assez précieuse pour les historiens. Alors, à ce niveau-là, donc, l'étude de ces mots français dans les langues amérindiennes, dans ce cas-ci, l'Atikamekw et l'Ojibwe, a certainement des perspectives intéressantes et pour les gens qui s'intéressent à l'histoire de la langue française en Nouvelle-France et pour les gens qui s'intéressent à l'histoire des langues amérindiennes. Bon. Alors, est-ce que... Oui. Alors, il y a donc... oui, alors ça... Oui, merci. Alors, donc, évidemment, des mots peuvent être empruntés sans qu'il y ait de bilinguisme largement répandu. Alors, je vous donne l'exemple, oui. Alors, des mots comme vodka ou spaghetti ou chocolat sont des mots qui sont... il serait plus facile de dresser une liste de langues qui n'ont pas ces mots-là que de langues qui les ont. Mais il serait tout à fait erroné de penser qu'en raison de cette présence de ces mots en français, qu'il a autrefois existé un bilinguisme de masse avec connaissance du russe ou de l'italien ou de la langue nahuatl d'où vient le mot chocolat. Alors, des mots peuvent s'emprunter très, très facilement. Là où les choses deviennent plus intéressantes, c'est qu'il y a certains autres emprunts qui exigent une forte connaissance préalable des langues en question. Alors, c'est le cas d'emprunt donc, qui touche la grammaire. Alors, un exemple que je mentionne à côté parce que c'est une théorie que j'ai présentée qui n'est pas encore parvenue à s'imposer, mais j'espère que ça changera, c'est qu'en Innu, une des particularités qui sépare l'Innu des autres langues algonquiennes voisines, comme par exemple le Cri, c'est la présence d'une négation particulière qui a la forme apu et qui est apparue seulement après l'arrivée des premiers missionnaires en Nouvelle-France et dont l'origine demeure tout à fait mystérieuse du point de vue des algonquianistes. Et j'ai proposé à un congrès de linguistes qu'en fait le apu serait carrément un mot d'origine française et que ce serait une adoption du français à point, qui aurait en fait très régulièrement été réduit à une forme apu. Ce qui peut paraître un peu contre-intuitif parce que l'emprunt d'une négation, c'est relativement rare. Malheureusement, étant donné que ça fait quelques générations que les algonquianistes n'arrêtent pas de répéter que l'origine de apu est tout à fait inconnue, bien, entre quelque chose de totalement inconnu et quelque chose de très invraisemblable, peut-être qu'il faudrait se pencher vers l'invraisemblable. Mais à supposer que cet emprunt ait eu lieu, et mon propre soupçon pour ce que ça vaut, c'est que c'est probablement dans la région de Tadoussac que ça aurait eu lieu, probablement vers la deuxième moitié du 18e siècle, il faudrait supposer un bilinguisme innu-français très répandu pour que quelque chose d'aussi intime qu'une négation soit entré dans la langue. Et on pourrait dire la même chose à l'autre bout de la Nouvelle-France, en Cri des Plaines, alors parlé essentiellement en Alberta et en Saskatchewan aujourd'hui, où on trouve à ce jour une particule interrogative, chi, un élément qu'on place après un verbe pour former une question. Et l'étymologie la plus vraisemblable, c'est que ça viendrait du français ti, comme dans tu parles ti. Alors, manifestement, pour que ce soit entré dans le Cri des Plaines, il faut supposer, encore une fois, un bilinguisme très répandu et une connaissance assez large du français à l'époque. D'accord? On peut également dire la même chose de cas de nouveaux phonèmes. Alors, on a déjà souligné que dans les langues iroquoiennes, il n'y a pas de labial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de P ou de M, mais on constate, par exemple, chez certains noms bibliques, qu'on constate en Mohawk aujourd'hui le nom Aplam pour Abraham, ce qui est un double barbarisme, entre guillemets, d'un point de vue Mohawk, avec un P et un M qui ne faisaient pas partie du système de consonnes antérieurement. Encore une fois, on peut se demander si ce ne serait pas lié à la présence d'un très grand nombre de captifs, et algonquins et européens, au sein de la nation Mohawk et des autres nations iroquoises, parce que ce qu'ils avaient tous en commun, hollandais, anglais, français et algonquins, c'est qu'ils pouvaient tous prononcer sans la moindre difficulté un P et un M. Alors, est-ce qu'ils étaient assez nombreux pour ainsi imposer une prononciation plus proche de l'original d'Abraham sous la forme de Aplam? Et soit dit en passant, j'ai un lien personnel avec ceci. L'ancêtre de tous les Goyettes, un colon français du nom de Pierre Goguet, a été enlevé par les Iroquois et vendu en esclavage aux Hollandais au 17e siècle. Et il n'est pas impossible qu'il aurait joué un petit rôle dans la diffusion des labiales parmi les Iroquois ici. Et oui, vendu en esclavage aux Hollandais, et ma mère est hollandaise, alors il y a un autre lien de parenté assez particulier à ce niveau-là. Donc, alors, évidemment, la même chose est vraie, bien sûr, de situations de calque linguistique. On ne peut pas imiter un tour dans une langue à moins qu'on comprenne très bien la structure d'une langue. Et ça peut souvent révéler des surprises extrêmes. Alors, par exemple, en Cri des Plaines, nous disposons d'un recueil de contes qui ont été recueillis par un linguiste du nom de Leonard Bloomfield au début du 20e siècle, qui les a recueillis auprès de la dernière génération de vieillards qui étaient unilingues en cri.
Et parmi ces contes traditionnels, par, je le répète, des unilingues, il y avait Ali Baba et les 40 voleurs. Et l'histoire, comme le faisait remarquer Bloomfield même, aurait pu venir soit de français, soit d'anglais, parce que c'est le cri des plaines, loin à l'ouest. Et bien sûr, vous savez que la baie d'Hudson était un territoire colonisé par l'Angleterre à date très ancienne. Mais il y a plus récemment un anthropologue allemand qui a fait remarquer qu'il y a un aspect de l'histoire qui est bizarre, c'est qu'il y a un passage où à Sésame, ouvre-toi correspond quelque chose qui, en cri des plaines, se traduit littéralement par porte 6, ouvre-toi. Et ça donne qu'on a fait remarquer que c'est très facile à expliquer si on suppose une confusion entre sésame et sixième, ou si vous préférez, pour lui donner une prononciation plus traditionnelle, sixième et sésame, et que, étant donné que les graines de sésame ne couraient pas les prairies canadiennes à l'époque, qu'on aurait interprété sésame, ouvre-toi comme sixième, ouvre-toi. Mais encore une fois, pour qu'il y ait une telle confusion, dans une histoire qui a été transmise correctement, il faut encore une fois supposer un bilinguisme français-cri relativement répandu et de gens qui devaient parler les deux langues assez correctement. Alors, j'y reviens. Il y a d'ailleurs quelque chose que je trouve encourageant sur ce point, c'est que si on examine le cri des plaines et les autres variétés, c'est que, comme j'ai fait remarquer sur l'exemplier, on trouve les phonèmes français L et R en cri des plaines, et il semble que la frontière entre L et R, en tant que phonème français d'emprunt, et la particule chi, il semble y avoir, la frontière semble correspondre d'assez près. Donc, un élément qui serait d'origine française correspond, comme par hasard, à la présence de consonnes d'origine française. Alors, on peut croire aux coïncidences ou on peut penser qu'il y a peut-être un lien de cause à effet. Et il y a cependant quelque chose de très contre-intuitif à ce que ce soit le dialecte cri parlé le plus à l'ouest, où on trouve le plus d'influence française. On croirait que c'est le contraire intuitivement, mais voilà. Si nos intuitions étaient toujours valables d'avance, ben, la recherche serait plutôt ennuyeuse. Bon. Alors ensuite, j'accélère ici parce que le temps presse. On trouve aussi en français parlé par les métis. Alors par métis ici, j'entends ici les métis des prairies canadiennes. On trouve un certain nombre de traits grammaticaux qui sont tirés eux-mêmes du cri. Et on fait l'un d'entre eux, c'est alors le dernier, l'usage du possessif afin de marquer les génitifs. On retrouve dans une des premières attestations écrites que nous avons du français métis. Alors, le petit spécimen que nous avons ici, le bon Dieu, son garçon, quand ça là, il devient la même chose comme nous autres, les yabs, celui-là, quasiment tout le monde sont bourgeois. C'est-à-dire, c'est tout simplement, je ne peux pas garantir l'authenticité de la prononciation. Et vous voyez la traduction ci-dessous. Alors ça a été recueilli en Colombie-Britannique à la fin du 19e siècle par le père Adrien Maurice, un missionnaire de France. Alors vous voyez que l'expression « quasiment tout le monde sont bourgeois », c'est-à-dire quasiment le maître de tout le monde. Alors ça, c'est une structure qui est une imitation, en fait, d'un tour cri. Et en fait, le père Maurice disait très explicitement de ce français que c'était une langue avec des mots français et de la grammaire amérindienne, ce qui est peut-être une certaine exagération, mais étant donné que le père Maurice était un linguiste de premier ordre qui a joué un grand rôle dans la description des langues amérindiennes de Colombie-Britannique, son avis compte certainement pour quelque chose. Alors, on peut dire la même chose d'autres langues parlées par les métis. Par exemple, le cri parlé à l'île de la Crosse possède un très grand nombre de mots d'origine française qui ont en plus un élément grammatical d'origine française. Les noms ont été empruntés avec leur article défini le ou la et ils forment leur pluriel en transformant le ou la en les. Ce qui est tout à fait remarquable étant donné que la population qui parle ce cri ne parle pas un mot de français, mais cet aspect du français, la formation du pluriel, est manifestement entré à une époque où, manifestement, la connaissance du français devait être assez courante. Alors, si on veut cependant la preuve, si on veut le nec plus ultra, par exemple, de l'existence de bilinguisme franco-cri, la preuve par excellence, c'est essentiellement une langue parlée dans les prairies canadiennes, le Michif, encore parlé par quelques centaines de personnes. Merci. Alors, il s'agit essentiellement d'une langue dont je vous donne ici un spécimen qui est tiré d'ailleurs d'un site web de l'Université d'Aarhus au Danemark, où se trouve le chercheur Peter Backer, qui a fait le plus pour le Michif. Alors, en fait, si vous allez sur le site web, vous pouvez aussi faire jouer un petit clip YouTube où vous avez toute la conversation. Alors, juste pour vous dire, la traduction française, c'est moi qui l'ai traduit à partir de l'original danois qui elle-même a été traduite par Peter Backer lorsqu'il a fait sa collecte de données. Je ne peux pas garantir que le danois est parfait non plus parce que Peter Backer lui-même est hollandais. Alors, si vous voulez parler d'intertextualité et de multilinguisme, je pense que c'est pas trop mal comme exemple. Bon.
Alors, la chose si vous examinez la colonne de gauche, vous constaterez en fait qu'on a une série de noms français, comme par exemple les vieux puis les vieilles. Alors, les vieux et les vieilles. Vous constaterez aussi que les verbes sont conjugués. Alors, s'il y en a parmi vous qui parlez Innu ou montagnais, vous verrez ici des choses qui sont, qu'est-ce que je dis là? Innu ou Atikamekw, dis-je. Vous constaterez des choses familières. Alors, pour le premier verbe, pour qui parle, vous remarquerez que donc vous avez, alors, kapikishkwechik, vous avez la terminaison chik pour un verbe au conjonctif, puis quelques lignes plus bas, alors vous avez, juste avant limichif, surtout, vous avez la forme pikishkwewak, où vous avez la terminaison donc à une forme indépendante. C'est dans toutes les langues algonquiennes, les verbes existent en deux séries. Il y a une conjugaison pour les verbes indépendants aux propositions principales et une autre conjugaison pour les verbes dans des subordonnés. Et cette distinction est parfaitement vivante en Michif, tout comme le genre grammatical est parfaitement vivant dans le système des noms français. Et en même temps, la meilleure preuve que cette langue, le Michif, a été créée par des bilingues cri français porte sur le système de genre grammatical. Alors, nous avons une opposition entre le, la pour les noms d'origine française en Michif, sauf qu'en cri, comme dans les langues algonquiennes en général, il existe un système de genre grammatical qu'on appelle animé-inanimé. Alors, en Innu, c'est exactement la même chose. C'est un système où le verbe s'accorde avec soit avec son sujet, soit avec son complément direct en genre animé ou inanimé. Alors, on peut se poser la question, comment est-ce que ce système fonctionne en Michif, étant donné que les noms sont d'origine française? Eh bien, les verbes en Michif s'accordent en genre animé ou inanimé avec ce que serait le genre du nom correspondant en cri. Ce qui veut dire qu'étant donné que cette langue est parlée maintenant par des gens dont plusieurs ne parlent pas cri et ne parlent pas français, il faut traiter le Michif comme étant une langue avec 4 genres grammaticaux, masculin animé, masculin inanimé, féminin animé, féminin inanimé, pour expliquer l'ensemble de l'accord. Alors, manifestement, cette langue a été créée par des gens qui non seulement connaissaient bien le vocabulaire des deux langues, ils connaissaient parfaitement la structure des deux langues. Et en fait, Peter Backer, en se posant la question sur l'origine du Michif comme langue, a recueilli une explication disant qu'essentiellement, c'était de jeunes enfants nés de pères voyageurs canadiens-français et de mères amérindiennes qui, en jouant, ont décidé de mettre ensemble les aspects les plus complexes des deux langues. Et parfois, on se dit que comme explication, ça ne correspond pas mal du tout aux faits. Mais quoi qu'il en soit, c'est certainement la preuve qu'il a dû exister un bilinguisme franco-cri, parlé encore une fois dans les prairies canadiennes. Alors donc, étant donné que je suis presque au bout de mon rouleau, je vais tout simplement mentionner quelques questions en suspens que j'aimerais explorer moi davantage. Tout d'abord, parmi les langues européennes parlées par les Métis, comme le français parlé par les Métis, la question est de savoir, il y a des influences amérindiennes, mais qu'est-ce qui se fait emprunter c'est-à-dire quels traits sont transmis et lesquels ne sont pas transmis, ce qui est la question par excellence. C'est-à-dire que lorsqu'on a deux structures en contact, des deux structures surtout très radicalement différentes, qu'est-ce qui rentre dans la langue et qu'est-ce qui ne rentre pas? Alors, une deuxième chose, c'est bien entendu, deux. Et ensuite, la troisième chose, c'est bien sûr que lorsqu'on examine ce contact, on peut ici rattacher ça à l'étude du vocabulaire, en retraçant l'histoire de mots français et comment ils passent d'une langue amérindienne à une autre, par opposition au cas où ils sont transmis directement du français à une autre langue. On peut certainement se faire une idée des contacts à une époque ancienne, ce qui peut aider, si je puis dire, à reconstituer l'ensemble de l'histoire de tous les contacts linguistiques ayant eu lieu entre le français et les langues amérindiennes. Et si je peux me prolonger pour 2 minutes, juste pour conclure, il y a un aspect que j'ai trouvé particulièrement intriguant à propos du français parlé par les Métis des prairies canadiennes, c'est qu'il y a une particularité de la langue qui est très contre-intuitive. C'est qu'une des tendances en français parlé par les Métis des prairies, c'est que le genre grammatical français est, dans l'ensemble, tout à fait bien conservé. Par contre, pour ce qui est du genre naturel, la distinction entre « il » pour les hommes et les garçons et « elle » pour les filles et les femmes, là, il y a vraiment une confusion extrême et il y a beaucoup de situations où « il » et « elle » sont utilisés d'une manière presque interchangeable. Même si le genre grammatical, lui, est parfaitement conservé. C'est quelque chose de bizarre parce que dans tous les autres cas que j'ai vus de situations de langue acquise par des locuteurs de langue non européenne, dans des contextes, bien sûr, où l'école n'avait aucun rôle à jouer. Ce n'est pas ce qu'on trouve. Ce qu'on trouve normalement, c'est que le genre grammatical, tout en étant conservé, est acquis d'une manière extrêmement variable. Il y a quelques mois, j'ai
j'ai vu une très intéressante étude sur le norvégien parlé par des populations autochtones de l'extrême nord de la Norvège. Et on faisait remarquer qu'une des particularités qui perdurait, même au bout de 3 générations, c'était que le genre grammatical norvégien était très variable et que c'était pratiquement un stéréotype de l'accent des Lapons parlant norvégien, même quand c'était leur langue maternelle. Mais ça, c'est vrai du genre grammatical partout, et pas seulement du genre naturel, tandis qu'on dirait que dans le français parlé par les Métis des Prairies, que il et elle, quand ça fait référence aux êtres humains, là on peut confondre, mais que le genre grammatical semble avoir été acquis parfaitement. Ce que je trouve très curieux, c'est qu'il y a une autre forme de français parlée par des Amérindiens sur le territoire de l'ancienne Nouvelle-France, où il semblerait qu'on trouve exactement la même particularité, ce qui laisserait entendre qu'il existait peut-être un français amérindien généralisé, peut-être un français utilisé par les voyageurs spécifiquement pour le contact avec les Amérindiens, et qui aurait eu comme particularité, en fait, que les voyageurs auraient tout simplement confondu allègrement « il » et « elle », peut-être en pensant eux-mêmes que ça simplifierait les choses, mais où, bien sûr, le genre grammatical, ces choses que nous, francophones, prenons pratiquement pour acquis, vous savez, le stylo, les lunettes et la chaise, ça, ils auraient tout simplement conservé parce qu'ils ne voyaient pas ça comme étant compliqué. Et peut-être que c'est ce français-là qui serait devenu la base d'un français parlé par les Amérindiens en Nouvelle-France. Et justement, c'est parce que cette particularité, c'est-à-dire confusion du genre naturel avec conservation parfaite du genre grammatical, c'est parce que c'est quelque chose de tellement bizarre et que je ne retrouve nulle part ailleurs que je me demande s'il n'y aurait pas des racines dans les contacts prolongés qu'il y aurait eu entre les voyageurs et les locuteurs des langues amérindiennes. Alors, j'ai déjà dépassé mon temps, alors je vous remercie vivement de votre indulgence.